Sur votre écran s'affiche le théorème de Moivre-Laplace. L'objectif de cette vidéo est d'illustrer pas à pas ce théorème afin de le comprendre au mieux. Ce théorème est admis, on ne fera pas la démonstration. Pour comprendre ce théorème, ce qu'il dit, vous avez besoin d'avoir de bonnes connaissances sur les variables aléatoires qui suivent une loi binomiale, leur espérance et leur variance. Dans ce théorème, il est question d'une variable aléatoire x indice n suivant une loi binomiale de paramètres n et p. Ici, j'utilise GeoGebra, je crée deux curseurs, un pour n et p ici. N représentera le nombre de fois où on répète une expérience de Bernoulli et p la probabilité de succès à chaque fois. X indice n sur votre écran suit la loi binomiale de paramètres 37 et 0,42. Ici, j'ai représenté l'histogramme de la loi de probabilité de x indice n. Comment je m'y suis pris? J'ai créé une liste qui s'appelle abs, comme abscisse, qui contiendra justement les abscisses de mes bâtons, de mon diagramme en bâton. Donc les abscisses étant toutes les valeurs que peut prendre la variable aléatoire x indice n. Si x indice n suit une loi binomiale de paramètres 37 et 0,42, il peut y avoir entre 0 et 37 succès. C'est pour ça qu'on voit un petit bâton, même tout petit, s'afficher entre 0 et 37. J'ai besoin donc de créer une liste constituée de 0, 1, 2, 3, 4. Donc on s'y prend de cette manière-là, séquence, parce que c'est suite, c'est la suite des cas pour k variant de 0 à n. Donc ici de 0 à 37. Donc là j'ai créé mes abscisses. En ordonnée, je veux représenter, je veux voir, observer la probabilité, par exemple ici, que xn soit égal à 15 succès. Donc en ordonnée, j'ai créé une liste. Cette liste comporte toutes les probabilités que xn soit égal à petit k, pour k variant de 0 à 37, ici. Alors, on connaît cette probabilité. La probabilité que xn soit égal à k, on sait que c'est k parmi n, ce qui s'écrit comme ça, p à la puissance k, 1 moins p à la puissance n moins k. Et je crée donc cette suite, donc ça nous crée toute une liste de valeurs, et de cette manière, j'obtiens l'histogramme représentant la loi de probabilité de x indice n. Alors, faisons bouger un petit peu les curseurs. Ici, si par exemple p devient tout petit, alors je vais jouer un petit peu moins de fois. Voilà. Si p devient petit et que je joue 12 fois, on se rend compte que j'ai une assez bonne probabilité de perdre à tous les coups ou de n'avoir qu'un seul succès, deux succès. Et plus je demande d'avoir des succès, plus cette probabilité est faible, ce qui est assez logique. Alors que si p augmente, on se rend compte que ici, je commence déjà à avoir une probabilité de gagner 10 fois qui est assez conséquente. Et si ça augmente vraiment, vraiment, vraiment à l'extrême, ici, si je gagne à tous les coups et que je joue 12 fois, la probabilité de gagner 12 fois, elle vaut bien 1. Voilà. Et si n grandit, l'histogramme se déplace de cette manière-là pour les mêmes raisons. Il est temps de faire un petit rappel sur une propriété de l'espérance et de la variance. Si grand X est une variable aléatoire et que petit a et petit b sont deux réels, on peut démontrer que l'espérance de ax plus b est égale à a fois l'espérance de x plus b et que la variance de ax plus b est égale à a carré fois la variance de x. C'est un résultat que vous avez vu en première et qui se démontre en utilisant juste les définitions de l'espérance et de la variance. L'espérance de xn, on le sait, est égale à n fois p. Ici, j'ai automatisé le calcul pour faire apparaître la valeur en temps réel. J'ai également fait apparaître à x égale l'espérance, une ligne en pointillé. Donc ce qui fait que lorsque l'on bouge n et p, on voit l'espérance également graphiquement. Et on se rend compte, c'est assez naturel, que sur l'histogramme, elle est située au milieu. Elle est située plutôt au centre de cet histogramme. Et qu'elle varie évidemment beaucoup en fonction de n et de p. On va construire, en utilisant la propriété qu'on vient de voir juste avant, une nouvelle variable aléatoire qu'on va appeler y indice n, qui, elle, aura une espérance toujours nulle. On va en fait centrer notre variable aléatoire xn. On va faire apparaître une variable aléatoire
yn, qui sera égal en fait à xn moins np, parce que l'espérance de cette variable aléatoire, si on utilise la linéarité vue tout à l'heure, elle est égale à np moins np, qui fait bien 0. On dit que la variable aléatoire, elle est centrée parce que son espérance est égale à 0. On pose donc yn est égal à xn moins np. Et on va aller regarder l'histogramme de y indice n. Les valeurs possibles de xn, si vous vous rappelez, sont 0, 1, 2, 3, jusqu'à n. Donc les valeurs possibles de yn sont 0 moins np, 1 moins np, 2 moins np, et pour finir, n moins np. Donc l'histogramme, en abscisse, il faut changer les valeurs. Maintenant, les valeurs sont k moins np, pour k qui varie de 0 à n. Les abscisses changent. Par contre, les ordonnées qui représentent la probabilité pour yn de valoir telle ou telle valeur, l'ordonnée ne change pas. J'ai mis exactement la même chose. On va faire varier n et p. Et ce qu'on observe, c'est que cet histogramme reste toujours centré en 0. On dit que la variable aléatoire yn est une variable aléatoire centrée parce que son espérance est toujours nulle. Ici, l'espérance vaut toujours 0. Par contre, on se rend compte, en faisant varier n, que la variance ou l'écart type, elle, fluctue encore beaucoup en fonction de n et de p. En effet, ici, par exemple, si on prend une petite valeur de n, voilà, l'écart type, c'est-à-dire de combien on s'écarte de la moyenne, est assez restreint. Par contre, quand n grandit, on voit que les valeurs se dispersent de plus en plus. Donc, l'écart type grandit ici avec n. Et donc, c'est ça qu'on aimerait éviter. On aimerait avoir un écart type qui est toujours égal à une valeur constante. Cette valeur constante qu'on va choisir, ça va être 1. On va faire apparaître une nouvelle variable aléatoire qui sera telle que l'espérance vaut 0, on veut toujours qu'elle soit centrée, et telle que l'écart type soit égal à 1, c'est-à-dire la variance soit égale à 1. Cette variable aléatoire, ça sera Zn. Donc on va poser Zn qui sera égal à xn moins np, qui est yn, divisé par l'écart type de xn. Donc là, il va falloir se rappeler de ce qu'est l'écart type d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. Je vous le rappelle rapidement, c'est racine carrée de n fois p fois 1 moins p. Et cette variable aléatoire, on va démontrer rapidement qu'elle est encore centrée et surtout que sa variance est égale à 1. Elle est constante, donc ça ne dépend plus de l'indice petit n ni de petit p. Donc on va commencer par l'espérance. Alors l'espérance de Zn, c'est l'espérance de 1 sur l'écart type de xn fois yn. En fait, ceci, c'est une constante. Donc en fait, là, j'ai écrit que c'était l'espérance de a fois une variable aléatoire. Pourquoi j'ai écrit de cette manière? C'est pour utiliser la propriété que j'ai rappelée tout à l'heure, qui nous dit que l'espérance de a fois x, c'est a fois l'espérance de x. Ce qui me permet donc de sortir la constante ici. Et comme l'espérance de yn était égale à 0, eh ben, on trouve que l'espérance de Zn aussi est égale à 0. Maintenant, en ce qui concerne la variance, allons-y. Donc la variance de Zn. D'après les propriétés de la variance, notre constante, quand elle sort, elle est élevée au carré, ce qui donne 1 sur écart type de xn au carré, fois la variance de yn. Donc il faut recalculer la variance de yn. La variance de yn, c'est la variance de xn moins np. Et on a rappelé dans la propriété que la variance de ax plus b, c'est égal à a carré fois variance de x. Donc en fait, le b, il disparaît. C'est pour ça qu'ici, je me permets de dire que c'est égal à la variance de xn. Et la variance de xn, c'est justement l'écart type au carré, par définition. Donc cette valeur-là et celle-ci sont égales, le quotient est égal à 1. Ce qui fait que la variance de cette nouvelle variable aléatoire Zn vaut 1. Elle est constante, elle ne dépend plus de n. Donc lorsqu'on va la représenter, tout à l'heure, il n'y aura plus de fluctuation comme ici, lorsque n ou p bougent. Avant d'observer l'histogramme de la variable aléatoire Zn lorsque n et p bougent, on va un petit peu parler de sa construction. Alors, en abscisse, les valeurs de Zn possibles sont 0 moins np sur l'écart type, 1 moins np sur l'écart type, 2 moins np sur l'écart type, etc. Donc c'est pour ça que j'ai divisé partout par l'écart type. L'écart type, je l'ai appelé sigma et je l'ai enregistré dans la machine pour qu'elle connaisse sigma. Voilà pour ce qui est des abscisses. Maintenant, pour ce qui est des ordonnées, ça se complique un petit peu. Parce que
ici, je veux faire apparaître un histogramme d'une loi de probabilité. Donc, si on pense aux histogrammes qu'on a tracés jusqu'à présent, si on faisait la somme de l'aire de tous les rectangles, c'était bien la somme des probabilités que la variable aléatoire soit égale à une certaine valeur pour toutes les valeurs possibles. Donc, la somme des aires des rectangles valait toujours 1. Mais ici, si on regarde les abscisses qu'on a représentées, la largeur des rectangles n'est plus égale à 1. La largeur des rectangles est égale à 1 sur sigma, ce qui fait qu'on a diminué la largeur des rectangles de 1 sur sigma. Donc je vais être obligée en ordonnée de tout multiplier par sigma pour compenser, c'est ce que je fais ici, de manière à être sûr que l'aire de la somme de tous les rectangles soit égale à 1, parce que je veux que ça soit vraiment une loi de probabilité qui soit illustrée. Bon, maintenant que je vous ai expliqué la construction un peu rapidement, on va observer que lorsque n et p varient, eh ben, la dispersion de notre variable aléatoire Zn est constante. Voilà, j'ai beau grandir n ou diminuer n, on ne voit pas d'élargissement de cet histogramme. On dit que la variable aléatoire Zn, elle est centrée réduite. Donc l'histogramme qu'on a observé, on a quand même très envie de l'approcher par une courbe. Cette courbe, c'est celle de la fonction de Gauss. Son expression, vous n'avez pas à la connaître, mais la voici quand même pour information. Donc j'ai fait tracer par GeoGebra cette fonction qui est ici en vert et qui a l'air d'épouser très bien l'histogramme représentant la variable aléatoire z indice n. Alors, plus n est grand, plus c'est proche. On se rend compte que pour des petites valeurs de n, et aussi pour des valeurs de p extrêmes, bon, c'est une approximation plutôt grossière. Voilà, si p est aussi... Voilà, là, pour le coup, c'est pas formidable. Mais si p n'est ni trop petit, ni trop grand, voilà, ce qui est un peu flou comme notion, et que n est assez grand, eh ben, on se rend compte que cette courbe de Gauss est une très bonne approximation de l'histogramme. Avant d'arriver à l'explication du théorème de Moivre-Laplace, je vous montre ce document qui a été fait par quelqu'un d'autre que moi et que j'ai trouvé sur le site de GeoGebra. Donc cette personne a créé le même histogramme ici de la variable aléatoire x indice n qui suit une loi binomiale. Et avec cette petite animation, on va voir là les deux correctifs qu'on a apportés. Le premier correctif qui est, donc je prends le curseur, qui est de centrer la variable aléatoire. Donc là, quand le correctif est à 1, c'est qu'on a centré totalement la variable aléatoire. Et le deuxième correctif, petit à petit, on va mettre la variance de xn à 1, donc on va la réduire, cette variable aléatoire, donc on la réduit, pour voir finalement que l'histogramme de la dernière variable aléatoire, centrée réduite, épouse assez bien la fonction de Gauss. Et quand n grandit, elle épouse d'autant mieux. Voilà, une animation assez intéressante. On va pouvoir maintenant lire et comprendre le théorème de Moivre-Laplace. Donc dans ce théorème, on nous dit que si x indice n suit une loi binomiale de paramètres np, on va s'intéresser à cette variable aléatoire. Cette variable aléatoire, vous la reconnaissez, c'est xn moins np, son espérance, sur son écart type. On a vu que cette variable aléatoire était centrée et réduite. On va pouvoir approximer cette probabilité, la probabilité que Zn soit entre A et B, en observant que la limite, quand n tend vers l'infini, est égale en fait à cette intégrale. Donc on va l'approximer, on va se dire que si n est assez grand, cette probabilité est presque égale à cette intégrale. Alors en image, ça donne quoi? Revenons sur l'histogramme de Zn. Sur cet histogramme, j'ai fait apparaître un petit a et un petit b quelconque. Petit a étant la valeur ici, petit b la valeur ici. D'abord, je m'intéresse à la probabilité que Zn soit compris entre a et b. Cette probabilité-là, il suffit que j'aille calculer l'aire de tous les rectangles qui sont là, et cette aire-là me donne cette probabilité-là. Maintenant, je regarde l'intégrale de la fonction de Gauss entre a et b. L'intégrale de la fonction de Gauss entre a et b, graphiquement, c'est en fait l'aire du domaine que j'ai mis en bleu marine. Cette valeur-là, elle est constante, elle ne dépend pas de n et de p. Et on va se rendre compte que plus n est grand, plus en fait la subdivision des rectangles va être fine, plus la probabilité se rapproche de l'intégrale. Alors, je fais varier n. Voilà. Et on voit que, bien sûr, l'aire bleu clair entre A et B et l'aire bleu marine sont de plus en plus proches l'une de l'autre. Donc, en fait, quand n
va être assez grand, cette probabilité-là. Au lieu de la calculer rectangle par rectangle, qui peut être un petit peu fastidieux, on va l'approximer tout simplement par l'intégrale de cette fonction. Donc cette fonction, elle joue un rôle très important, c'est pour ça qu'on lui a donné un nom, c'est la fonction de Gauss, Gauss étant le mathématicien, et on verra plus tard qu'il s'agit d'une densité de probabilité et tout ce qu'on peut faire avec cette densité de probabilité.